Il y a quelques semaines à peine, une lettre ouverte signée par 42 développeurs, chercheurs et entreprises de l'écosystème a secoué la communauté Bitcoin. Leur message, il est temps de faire évoluer Bitcoin. Pas pour changer sa nature, mais pour lui redonner du souffle, de l'utilité, de la souveraineté. Pour beaucoup, depuis des années, Bitcoin s'est refermé sur lui-même. Chaque changement est vu comme une menace, chaque nouveauté comme une trahison envers Satoshi. Malgré ça, un souffle nouveau traverse la communauté. 2 propositions mûries pendant des années reviennent avec un soutien inédit. Le BIP 119 pour l'activation de l'opcode OPCTV et le BIP 348 pour activer CSFS. 2 briques techniques qui pourraient venir déverrouiller des usages jusqu'ici inimaginables, qui pourraient transformer en profondeur la façon dont on utilise, protège et transmet ces bitcoins sans toucher à la nature du protocole ni à ses garanties fondamentales. En tout cas, ça c'est la théorie. Il s'agit de soft fork, des mises à jour rétrocompatibles. En clair, on ajoute des règles, des possibilités, sans casser la compatibilité avec les anciennes versions de Bitcoin, à la différence d'un hard fork, qui lui change les règles du jeu et peut entraîner une séparation de la chaîne, comme on l'a vu à l'époque avec Bitcoin Cash par exemple. Et donc, comme on l'a dit juste avant, une alliance de développeurs, de mineurs, de wallets et de chercheurs pousse pour l'activation de ces 2 opcodes, pas dans 5 ans, mais dans les 6 prochains mois. Pour tous ces acteurs clés de l'écosystème Bitcoin, c'est le chaînon manquant pour démultiplier la puissance et l'usage de l'invention de Satoshi Nakamoto. Cela permettrait selon eux de créer, d'expérimenter et de dégager une nouvelle valeur sur l'actif le plus solide de cette industrie crypto. Aujourd'hui, on va voir et surtout comprendre pourquoi ces quelques lignes de code pourraient bien changer la trajectoire de Bitcoin et peut-être même la manière dont vous imaginez son avenir. C'est parti! Depuis plusieurs années, les chercheurs sur Bitcoin tentent de concevoir une nouvelle génération de mécanismes de sécurité, des vaults, des coffres-forts, programmables, capables par exemple de réagir automatiquement à un vol ou à une compromission. Mais ils se heurtent souvent aux limites du langage actuel de Bitcoin. Arc est un parfait exemple, un layer 2 Bitcoin conçu pour simplifier les paiements, renforcer la confidentialité et poser les bases d'une nouvelle économie bâtie sur Bitcoin. L'équipe a récemment présenté Arcade, un wallet capable de gérer des paiements off-chain privés et de servir de plateforme pour des applications financières sans modifier le consensus. Mais son développement, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, reste freiné par une réalité technique, les limites du script Bitcoin actuel, c'est-à-dire les limites du langage de programmation de Bitcoin. Même sur le Lightning Network, des développeurs travaillent à une amélioration majeure, L2, également connue sous le nom de LN Symmetry, une version allégée et plus robuste qui faciliterait la gestion, la sauvegarde et les paiements, mais qui, elle aussi, reste bloquée par l'absence de certaines primitives. Et dans le domaine purement financier, certains imaginent déjà des outils pour échanger des actifs sur Bitcoin ou créer des mécanismes de coordination financière un peu plus complexes, mais qui, une fois de plus, ne peuvent exister sans une évolution minimale du langage Bitcoin. Et il y a des prototypes qui marchent et des cas d'usage qui arrivent. Tout ça converge vers une idée, Bitcoin ne serait pas terminé. Il est encore en chantier et les plans viennent d'être dévoilés. Mais pour que cette évolution se produise à l'intérieur même du protocole, il lui manque encore 2 briques fondamentales. La capacité de pré-programmer la dépense d'un Bitcoin, autrement dit pouvoir dire à l'avance dans quelles conditions un Bitcoin pourra être dépensé, en s'assurant que rien ni personne ne puisse contourner ces règles. Et celle de vérifier une signature même si elle vient de l'extérieur. En clair, pouvoir prouver qu'un engagement cryptographique a bien été signé, même si cette signature n'est pas incluse dans la transaction. Ces 2 briques, ce sont Op Check Template Verify, donc CTV, et Op CSFS Check Seek from Stack. Malgré des noms qui ressemblent à du charabia pour développeurs, je vous l'accorde, je ne suis pas en train de vous parler d'un gadget pour geek. Ce dont il est question ici, c'est en réalité assez simple et surtout très puissant. On parle ici de la possibilité de créer sur Bitcoin des outils financiers, des mécanismes de sécurité avancés et des systèmes de coordination et d'automatisation. Et les prototypes existent, les protocoles sont prêts, il ne manque qu'une chose, l'activation. Alors que sont vraiment CTV et CSFS? Pourquoi ces 2 opcodes font-ils autant parler d'eux dans la sphère Bitcoin? Et pourquoi certains voient déjà leur combinaison, la base d'une nouvelle finance Bitcoin native? Alors commençons par la première brique, OpCTV. CTV offre une capacité qui en apparence paraît banale, mais qui change profondément les règles du jeu. Verrouiller des SAT pour qu'ils ne puissent être dépensés que d'une seule manière prédéfinie.
C'est comme si vous disiez à un billet de 100 €, tu ne peux être utilisé que pour acheter ces 3 choses dans cet ordre à ces personnes et pas autrement. On peut prendre l'exemple d'un ticket restaurant par exemple qui peut être dépensé uniquement dans certains établissements. Un ticket restaurant c'est un CTV sur de l'euro. CTV c'est la capacité donc de créer des modèles de transactions inaltérables, des templates verrouillés cryptographiquement que Bitcoin exécutera à la lettre sans ambiguïté, sans tiers de confiance. Et ça ouvre une boîte à outils très puissante. Le batching ou regroupement des transactions par exemple qui permet de préparer à l'avance des dizaines ou centaines de transactions pour les envoyer tous ensemble au bon moment, par exemple lorsque les frais sont au plus bas. Mais aussi la création de vaults sécurisés capables par exemple de verrouiller les fonds et de n'autoriser leur sortie que sous certaines conditions ou vers une adresse de secours prédéfinie, si une anomalie ou une compromission est détectée. En gros, une protection native contre le vol ou la contrainte. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-là, cette logique CTV permet une coordination massive non custodiale. Et là, c'est le point clé pour la finance. CTV permet de synchroniser des dizaines, des centaines, voire des milliers d'acteurs dans un même flux transactionnel sans devoir passer par un tiers de confiance. C'est ce qui rendrait possible sur Bitcoin des salaires automatiques, des structures de prêts ou tout un tas d'autres produits financiers. Ce type de mécanisme où on restreint la manière dont un Bitcoin peut être dépensé, on l'appelle un covenant. CTV est une forme de covenant minimaliste. Il est précis, testé, documenté, déjà codé et aujourd'hui considéré par beaucoup comme la brique technique idéale pour faire évoluer Bitcoin sans compromettre sa sécurité. La deuxième brique dont on parle dans cette vidéo, c'est CSFS, qui est l'acronyme de Check Sig from Stack. Et ce qu'elle permet est radicalement nouveau pour Bitcoin. Jusqu'ici, un script Bitcoin pouvait uniquement vérifier une signature sur la transaction en cours. Je m'explique, impossible de signer autre chose que ce qui allait être directement exécuté, et donc impossible de réagir à un événement extérieur. Impossible par exemple de dire si tel oracle atteste que tel événement a eu lieu, alors tu peux dépenser tes BTC. Avec CSFS, ça change. Pour la première fois, un script Bitcoin peut vérifier la signature de n'importe quel message, même s'il vient de l'extérieur du réseau. Et ce message peut venir d'un wallet, mais aussi d'un système d'oracle ou d'un bridge, typiquement pour vérifier une information réalisée sur un autre réseau. Autrement dit, CSFS rend Bitcoin réactif, capable de s'ouvrir sans se compromettre à des signaux extérieurs et de déclencher des actions vérifiables, sûres et automatisables. Alors, je résume. CTV permet de définir à l'avance comment les bitcoins pourront être dépensés selon des chemins bien précis, verrouillés dans le script. CSFS, lui, permet de conditionner cette dépense à une autorisation extérieure, une signature sur un message bien défini par exemple. CTV dit quand tu dépenses ce coin, tu devras le faire exactement comme ça, et CSFS répond et tu ne pourras le faire que si ce message précis est signé. L'un trace le chemin, l'autre débloque l'accès. Et là, vous devez commencer à entrevoir comment la combinaison de CTV et CSFS peut pousser Bitcoin dans une autre dimension. Prenez BitVM, une solution dont on vous parlait il y a déjà plus d'1 an, qui devient de plus en plus centrale dans les discussions sur l'avenir de Bitcoin. Pour faire très simple, BitVM permet d'exécuter des logiques computationnelles complexes off-chain, tout en s'ancrant de manière vérifiable on-chain sur Bitcoin. C'est une forme de smart contract pour Bitcoin mais déporté hors de la chaîne principale. C'est d'ailleurs sur cette solution que s'appuient des solutions de Layer 2 qui veulent construire sur Bitcoin comme Citria et son bridge Clémentine. Et oui, ils ont vraiment appelé ça Clémentine et c'est très intéressant. Le problème, c'est que dans cette forme actuelle, BitVM repose sur des constructions techniques particulièrement complexes. Par exemple, pour sécuriser un bridge entre Bitcoin et un autre réseau, il faut recourir à un comité de pré-signature, c'est-à-dire un groupe d'opérateurs qui signent des engagements à l'avance. Et toute la sécurité repose sur une hypothèse qu'au moins un seul membre du comité soit honnête. Avec CTV, on pourrait lier les entrées d'une transaction entre elles. En clair, on pourrait désormais s'assurer que certaines conditions de sécurité sont remplies sans avoir besoin de faire confiance à un comité. Les dépôts deviendraient inviolables même si tous les opérateurs étaient corrompus. Et CSFS vient compléter cette avancée en remplaçant les schémas de signature lourds comme ceux basés sur Lamport. Résultat, des transactions jusqu'à 10 fois plus légères, moins de données à stocker et à transmettre, donc plus de mise à l'échelle pour le système. Bref, CTV pose les rails, CSFS fournit les signaux. Et ensemble, ils permettent de faire circuler des bitcoins de façon programmable, vérifiable et souveraine. Pour ceux qui ont vu notre vidéo d'il y a quelques semaines, certains points ont pu vous faire penser à la logique des DLC. Mais il y a des nuances. Les DLC, donc les Discrete Log Contract, permettent de créer des contrats conditionnels sur Bitcoin, où le résultat dépend d'une information externe, généralement fournie par un oracle. Mais aujourd'hui, leur mise en œuvre reste assez lourde.
Il faut générer et stocker à l'avance de nombreuses transactions pré-signées qui compliquent l'expérience utilisateur et limitent la flexibilité. D'ailleurs, les DLC pourraient être largement boostés grâce à ces deux briques. CSFS permet de vérifier directement dans le script Bitcoin une signature fournie par un oracle, sans avoir à préparer toutes les transactions à l'avance. Et CTV serait aussi un énorme atout car il permettrait de remplacer cette logique de pré-signature par des modèles de transactions prédéfinis, rendant les DLC plus simples, plus flexibles et bien plus puissants. Pour la petite histoire, en 2022, Lloyd Fournier, un des précurseurs sur les questions de signature adaptatrice au cœur des DLC, envoyait un mail à la Bitcoin Dev List pour exprimer à quel point OpCTV pourrait simplifier et faire exploser les performances des DLC. Alors, si tout ça est si prometteur, pourquoi est-ce que ces deux opcodes ne sont toujours pas activés? Pourquoi est-ce que, 5 ans après la première proposition de CTV, rien n'a bougé? La réponse n'est pas vraiment technique, car techniquement, CTV est stable depuis des années. Son code a été revu, corrigé, simplifié, il est compris et implémenté sur des réseaux tests. Idem pour CSFS, les risques sont identifiés et documentés et considérés par beaucoup comme largement acceptables. Non, la réponse est vraiment culturelle dans la communauté Bitcoin. La première critique qui est formulée à l'encontre de CTV est que cet opcode serait trop limité, qu'il ne serait qu'un pas intermédiaire, une étape intermédiaire, qu'il faudrait attendre Opcat ou des opcodes plus expressifs, plus complets. Le problème, c'est que ceux qui jugent CTV comme trop limité, qui attendent mieux, n'ont en réalité rien d'autre à proposer d'activable à court terme. Et pendant ce temps, des protocoles concrets, eux, attendent. Des développeurs, des startups, des builders, des usages, tous sont bloqués par cette inertie. Du côté de CSFS, les critiques sont moins nombreuses, mais une inquiétude revient. Certains craignent que ces opcodes, aussi minimalistes soient-ils, représentent l'ouverture d'une porte vers une expressivité croissante, une sorte de cheval de Troie qui pourrait mener Bitcoin vers des logiques similaires à Ethereum. Là encore, ce n'est pas un argument de sécurité, c'est un réflexe de prudence, une peur que Bitcoin cesse d'être Bitcoin, qu'on glisse lentement vers un terrain inconnu. Mais ce que montrent la plupart des développeurs, c'est essentiel, c'est que CTV et CSFS sont délibérément limités, délibérément simples. Ce sont des outils faits pour construire des cas d'usage précis sans complexifier Bitcoin en théorie. Le vrai problème, c'est le processus lui-même d'activation. Depuis Taproot, plus rien n'a été activé. En fait, personne ne sait qui a le droit de dire go. Il n'y a pas de bouton magique pour mettre à jour Bitcoin, pas de CEO, pas de comité, même pas de roadmap officiel. C'est une vraie anarchie au vrai sens du terme. De l'ordre sans hiérarchie. Il n'y a que le fameux technical consensus, sauf qu'en réalité, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et comme l'a raconté Jeremy Rubin, l'auteur des deux soft forks dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo, dans son interview à Blockworks, quand j'ai demandé aux devs ce qu'était le consensus technique, on m'a répondu « je le saurai quand je le verrai ». Donc ce flou paralyse. Les développeurs veulent l'avis des autres avant de se mouiller, certains acteurs refusent même de prendre parti et les utilisateurs, eux, ne savent pas vraiment que le débat existe. Mais depuis quelques mois, il semblerait que quelque chose ait changé. Les outils sont prêts, les usages sont là et surtout, les gens se parlent à nouveau. Depuis début juin, une lettre ouverte circule. Cette dernière appelle à l'activation de CTV et CSFS comme premier pas vers des covenants utiles, sûrs et simples à implémenter. Et ce n'est pas une simple pétition portée par quelques développeurs isolés. Parmi les signataires, on retrouve des développeurs reconnus, des fondateurs de wallets, des chercheurs en cryptographie affiliés à Lightning Network, à BitVM, bref, c'est vaste, extrêmement vaste. On y retrouve même des acteurs venus d'horizons qu'on n'associe pas toujours directement à Bitcoin. Abdel, par exemple, de chez Starkware, est un bon exemple, un francophone qu'on a reçu plusieurs fois sur la chaîne. Le message est simple et limpide. CTV et CSFS sont deux outils minimaux, simples, activables qui permettent d'ouvrir une nouvelle génération d'usages sur Bitcoin tout en respectant sa philosophie. Comme vous le voyez, Bitcoin évolue, il entre dans une nouvelle ère. Une ère où il ne sera probablement plus juste une réserve de valeur, mais une plateforme d'usage financier, d'innovation, de coordination. Et c'est pour ça qu'on a pris le temps de vous préparer un dossier clair, complet, structuré, accessible et 100% gratuit pour aller plus loin et vous donner vraiment toutes les infos. Vous y découvrirez les fondements de cette finance émergente et les opportunités qui y existent pour vous, investisseurs. Pour le télécharger, cliquez simplement sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, dans ce genre de situation, tout est toujours une question d'arbitrage. Est-ce que le risque en vaut la chandelle? D'un côté, on choisit de ne plus toucher à Bitcoin. On considère que l'ossification a eu lieu, autrement dit, le protocole est figé et on se contente de maintenance. Et attention, cette maintenance est loin d'être anodine. Elle demande un travail colossal pour garantir une amélioration continue sans jamais altérer la robustesse du système. De l'autre côté, on propose d'introduire ces nouveaux opcodes.
Le risque est faible, certes, mais il existe, celui d'introduire, malgré tous les tests intensifs menés ces dernières années, un bug que personne d'autre n'aurait anticipé. Le risque zéro n'existe pas. Si le débat se limitait à cette alternative, pour être totalement transparent avec vous, je serais partisan de l'ossification. Si vous faites un simple calcul d'espérance de gain, le risque même infime de fissurer ce qui est en train de devenir l'or numérique des générations futures me semble infiniment plus grave que le bénéfice de n'importe quelle fonctionnalité, aussi pratique soit-elle. Dit autrement, aucune amélioration, aussi séduisante soit-elle, ne justifie de risquer de mettre un grain de sable dans un mécanisme aussi précieux. Mais, si on y réfléchit bien, le débat n'est pas aussi simple. Que se passe-t-il si on ne les active pas ? Est-ce qu'un Bitcoin, comme il est actuellement avec les fonctionnalités d'aujourd'hui, ne court pas à sa perte? À cause d'un mot, la centralisation. Aujourd'hui déjà, de plus en plus d'usages économiques autour de Bitcoin ne se font pas sur Bitcoin. Les ETF accumulent du BTC, mais en circuit fermé. Les utilisateurs sur Ethereum, Base ou Arbitrum wrappent leur BTC pour prêter, emprunter, échanger ou automatiser. Et petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, les cas d'usage migrent ailleurs du réseau principal Bitcoin. Ce sont des exchanges centralisés, des layers 2, des bridges, qui pour la plupart dépendent de multisites plutôt basiques. Un des plus grands risques pour Bitcoin aujourd'hui pourrait donc être que de plus en plus d'utilisateurs n'interagissent plus directement avec le réseau principal. Les nouveaux entrants n'achètent pas du Bitcoin qu'ils possèdent vraiment. Ils achètent un droit de créance sur un exchange ou un produit financier dans un ETF. Ils utilisent des solutions de seconde couche, mais ne savent plus ce qu'il se passe en dessous. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve avec une majorité d'utilisateurs qui n'ont plus leurs clés, ne valident plus leurs transactions et surtout, ne comprennent plus comment le protocole fonctionne. Le danger, c'est qu'on perde ce lien direct entre les utilisateurs et le cœur de la technologie. Que Bitcoin devienne juste une couche d'infrastructure abstraite contrôlée par des intermédiaires, régulés, censurables et parfois corrompus. Si on veut que Bitcoin reste un outil de souveraineté, il faut que les gens utilisent le réseau principal, détiennent leurs clés, fassent tourner des nœuds, sinon on court le risque de recréer exactement ce que Bitcoin était censé remplacer. Et vous savez quoi ? Désolé d'être un peu pessimiste, mais avec l'adoption de masse en cours, on y va tout droit. Bitcoin est en train de répéter exactement l'histoire d'Internet. Au départ, Internet, c'était un rêve de liberté, de décentralisation, de souveraineté numérique. Et aujourd'hui, tout passe par Google, Apple, Amazon ou Microsoft. Le web est devenu un ensemble de jardins fermés. Vous êtes traqué, profilé, censuré et il est presque impossible d'en sortir. Oui, techniquement, vous pouvez encore monter votre propre serveur mail et envoyer un message peer-to-peer, mais dans les faits, votre message n'arrivera jamais ou il finira dans les spams, parce que votre serveur n'est pas sur la liste blanche de Google ou Microsoft, parce que vous ne jouez pas selon leurs règles. Et c'est exactement ou très probablement ce qui va arriver sur Bitcoin si on n'y fait pas attention. Une illusion de liberté, mais contrôlée par des plateformes, des régulateurs, des couches intermédiaires. Le risque, ce n'est pas que Bitcoin meure, Bitcoin existera toujours. Le risque, c'est qu'il survive mais vidé de son sens. Après, je suis peut-être un peu dur, est-ce qu'Internet aujourd'hui est vidé de son sens? Ça a quand même permis des choses absolument incroyables. Là, ça, par exemple, faire des vidéos et les partager et visionner par des dizaines de milliers de personnes, c'est plutôt cool quand même. Alors oui, c'est peut-être pas ce que Eric Hughes avait imaginé au départ. Ce que j'ai compris au fil des années en essayant de promouvoir Bitcoin, c'est quelque chose d'assez déroutant. La plupart des gens ne veulent pas être libres. C'est comme si vous essayiez d'ouvrir les cages aux zoos et que les animaux restaient à l'intérieur, car ils ont juste peur. Et c'est ça le vrai décalage à mon avis avec les premiers bitcoiners, les pionniers libertariens. Eux rêvent et rêvaient de souveraineté, d'émancipation, de reprendre le contrôle. Mais pour 99% des gens, ce n'est pas ça le projet, ce n'est pas ça leur projet de vie. La majorité veut juste vivre tranquille, un boulot stable, une maison, partir en vacances l'été, élever leurs enfants et avoir une retraite décente. Ils ne cherchent pas l'autonomie. Ils cherchent la sécurité. Et suivre une voie toute tracée, pensée pour eux, c'est plutôt rassurant, c'est confortable. Alors oui, tu peux leur parler de nœuds Bitcoin, d'auto-hébergement, de souveraineté monétaire, mais dans le fond, ça n'intéresse que très peu de gens. Et moi, je le vois de manière très concrète quand j'analyse les données de visionnage de nos vidéos. Bref, comme vous l'avez compris, c'est un sujet infiniment complexe. Et c'est pour cela que la communauté n'arrive pas à prendre une décision. Quoi qu'il en soit, l'avantage, c'est qu'on ne devrait pas attendre des années pour connaître le dénouement.
La lettre ouverte signée par les 42 acteurs de l'écosystème dont on a parlé dans cette vidéo appelle à une activation de ces opcodes d'ici 6 mois. Et depuis sa publication, les discussions s'intensifient sur la Bitcoin Dev Mailing List. Et si vous voulez découvrir une autre brique qui pourrait, elle aussi, transformer en profondeur ce que permet Bitcoin, on vous recommande vivement cette autre vidéo sur Opcat, un opcode qui pourrait repousser encore un peu plus loin les limites de l'invention de Satoshi Nakamoto.